bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra qui vous propose sa parenthèse d'excellence et d'innovation, histoire de dézinguer un peu la morosité ambiante sommaire. À Tel Aviv, le Minotaure épate la galerie avec son exposition. Le Maltier Moina réinvente le bagage de luxe. Charles Zana crée des intérieurs à son image, chaleureux. On commence avec un aller-retour dans l'une des villes les plus branchées et les plus joyeuses au monde, Tel Aviv. La galerie parisienne, le Minotaure, inaugure à sa galerie jumelle de Tel Aviv, justement, Monumentum, une exposition très raffinée. Tel Aviv a un joli surnom, la bulle. Avec cette exposition, c'est même une bulle créative. À l'origine du projet, un trio passionné d'art. Benoît Sapiro a créé en 2002 la galerie du Minotaure à Paris. Son complice, Yaron Lavils, a ouvert celle de Tel Aviv. Leur spécialité, les peintres avant-gardistes. Marie Scheck, la commissaire d'exposition, a sélectionné 45 artistes internationaux et israéliens. Un mélange des genres pour raconter l'histoire du XXe siècle. La galerie Minotaure à Paris et Tel Aviv s'occupe en général d'art d'avant-garde du début du siècle. Mais le moment où j'ai rencontré Marie Scheck, commissaire de l'exposition, on a parlé de créer une nouvelle idée, un nouveau concept. Avant, on exposait de l'avant-garde russe, hongrois, mais aujourd'hui, on a décidé de changer et d'essayer ce concept. Depuis 1996, Marie Scheck cherche à promouvoir l'art israélien à Paris, Londres, San Francisco et bien sûr dans son pays. J'ai enseigné, j'ai travaillé longtemps dans le musée d'Israël et j'ai enseigné sur le surréalisme et le dada qui sont deux courants que je prône et que j'aime depuis toujours. Et les toucher, les montrer, les exposer dans mon espace qui est Tel Aviv, ma ville, c'était donc un petit rêve. L'exposition mélange jeunes talents israéliens et artistes reconnus du XXe siècle, l'idée étant d'établir des liens entre les œuvres. C'est une exposition un peu dans l'esprit de ce qu'on fait à la FIAC avec Bernard Marcadet, où on mélange la spécialité de la galerie, les avant-gardes des années 20 et 50, des pièces historiques et des artistes plus jeunes, contemporains, pour bien mettre en valeur la jeune création israélienne. Un pari audacieux. Oui, c'est audacieux, mais je pense que c'est ça le monde, c'est la vision de la continuité du temps. En fait, une exposition et les rencontres artistiques, c'est le temps. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette exposition Momentum. J'aurais pu connaître Benoît Sapiro à Paris, où j'ai vécu pendant 10 ans. Mais c'est arrivé là, et c'est pas un hasard. Je pense que rien n'est un hasard de toutes les façons. Et que c'était le moment propice de montrer ce que j'aimais le plus, c'est le blanc et le noir. Ce sont les couleurs que je porte depuis que je suis née. La galerie du Minotaure espère aussi surprendre ses visiteurs. On a vraiment essayé de montrer des choses qu'on ne montre pas d'habitude, puisque, comme vous savez, les musées sont des vendeurs de tickets maintenant, et donc ils sont obligés, même dans les musées ici, de montrer du Picasso et du Matisse. On essaie de raconter l'histoire du XXe siècle de manière différente, tout en rejoignant les deux bouts, en mettant la première partie, l'aube du XXIe siècle, et de raconter d'une autre manière cette histoire de l'art. Une histoire qui passe par différents supports. J'ai toujours aimé les dessins. Je pense que la grande puissance d'un artiste, c'est dans le dessin. Je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière la peinture. On peut pas mentir. Quand il y a un dessin, c'est la main qui... Et je rêvais de montrer des dessins et des photos. Et en fait, je ne savais pas ce qu'ils avaient. C'était une grande découverte pour moi il y a un mois. Quand je suis arrivée à la galerie et que M. Sapiro m'attendait, il m'a ouvert les dossiers de sa galerie. Et là, waouh, j'étais vraiment comme une enfant. Et je pensais tout le temps, pendant qu'il me montrait, je pensais à mes artistes. Qui irait bien, tout le temps. C'est un colloque dans la tête, dans le cerveau, une exposition. Parmi les chefs-d'œuvre, un des premiers dessins de Louise Bourgeois. C'est un très très beau Louise Bourgeois, 1948, c'est les origines, c'est vraiment le début de l'œuvre de Louise Bourgeois, c'est des choses qu'on voit quasiment jamais.
Pareil pour Basquiat, c'est une cartographie de Hawaï, où il avait ses habitudes de consommation de drogue. Et quelqu'un m'a dit, mais comment il faisait pour se souvenir? Justement, c'est la seule chose dont il se souvenait et il pouvait tracer le parcours. Et on a un Dubuffet qui est aussi une forme de cartographie avec un personnage qui apparaît comme ça dans le paysage et qui va donner plus tard naissance à ces personnages comme ça qui flottent. La galerie est implantée à Paris et Tel Aviv. Oui, bien sûr, il y a un rapport. On a amené un petit peu du goût de Tel Aviv à Paris et beaucoup de goût de Paris à Tel Aviv. Et le résultat de ce mélange, c'est comme magique. Merav Svirsky est une jeune artiste vivant à Tel Aviv. Également danseuse, elle s'intéresse dans ses œuvres à la combinaison de mouvements et aux relations entre les objets. Anna Sahar a étudié la photographie, mais elle entretient le flou artistique. Il y a beaucoup de mystères dans son travail. On ne sait pas si c'est une photo ou une peinture. On ne distingue pas vraiment les formes. S'agit-il d'une femme, d'un collier? Cela donne une impression de mystère et c'est pour ça que j'aime cette œuvre. Elle est toujours aux frontières des choses. Joseph Dadoun, photographe et vidéaste, s'inspire de la société israélienne et c'est beau. Joseph qui nous montre ici une sorte de soleil noir, une sorte de jouet. On ne comprend pas ce qui monte en fait. Je sais d'où ça vient. Le travail puise dans la religion juive que lui a exercée dans sa jeunesse. Et traduire la religion juive en esthétique moderne et contemporaine, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et il va tellement bien avec ses contemporains d'il y a 100 ans. L'art n'a donc pas d'âge. Je pense que l'intelligence de la personne, c'est de prendre son identité et de la traduire en esthétique contemporaine. Marie Scheck aime voir les œuvres à travers le prisme de la psychanalyse. Elle aurait même voulu en faire son métier. Amutal Fishman réalise ses toiles à l'encre et au crayon, des dessins tourmentés souvent sur le thème de la mythologie. On a mélangé toutes les choses pour brouiller les pistes et que les gens puissent se promener. Et quelqu'un est rentré dans cette exposition et m'a dit, mais quel est le fil conducteur de l'exposition? Quel est le rapport entre les œuvres? Je lui ai dit que le rapport entre les œuvres, c'était le regard du visiteur. Et c'est lui qui devait lier toute l'exposition. Le visiteur a donc un rôle à jouer pour décrypter les œuvres. Par exemple, il peut imaginer ce qui se cache derrière les taches noires de Ken Sich. Je pense que la possibilité de créer une belle expo, c'est quand on croit que c'est un seul artiste. Et beaucoup de gens sont rentrés, ils ont dit « mais c'est un solo, il y a 50 artistes quand même ». C'est un savant mélange. J'ai essayé dans les formats, dans la matière, dans les sujets, de faire comme si c'était la création d'une seule personne. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire depuis 30 ans. Inaugurée en mai, l'exposition est ouverte jusqu'au 1er juillet à Tel Aviv. Beaucoup de gens m'ont dit merci. Merci de créer ce genre de rencontres artistiques et merci d'amener de la culture à Tel Aviv, en Israël. De Tel Aviv à Paris, il n'y a qu'un pas, alors on attend l'exposition Monumentum avec beaucoup d'impatience. Rassurez-vous, l'exposition sera à Paris en janvier 2014. On poursuit avec le savoir-faire du maltier Moina. La maison a été créée en 1849 et s'est rendue célèbre à l'époque pour ses innovations qui rendaient les malles beaucoup plus légères. Aujourd'hui, il crée des objets hautement désirables. C'est une adresse qui plaira à ceux qui aiment se faire la malle élégamment. Depuis décembre 2011, Moina a de nouveau une boutique à Paris, une résurrection pour la marque qui a été rachetée et relancée par Bernard Arnault, président de LVMH. La première chose qui nous a émus, c'est de redécouvrir que Moina, c'était Pauline Moina, et qu'en fait, Pauline était la seule femme maltier au XIXe siècle dans un monde très masculin, puisque la malle, c'est d'abord de la menuiserie. C'est à cause de Pauline que la maison a en particulier développé des malles en forme, des malles qui épousaient la forme des premières automobiles, des formes qui étaient des malles
qui avait un côté masculin, mais aussi un côté concave, un côté convexe. Elles épousaient en fait la forme de l'arrière des automobiles ou la forme des toits des premières automobiles. C'est avec ces modèles pour automobiles que Moina connaît son apogée entre 1910 et 1930. Tout était sur mesure. Effectivement, les dimensions de la malle étaient sur mesure, la couleur de la malle était sur mesure et toutes les finitions étaient sur mesure. Vous aviez le choix entre effectivement différents types de fermoirs. Vous pouviez avoir des renforts ou pas de renforts. Vous pouviez choisir effectivement la façon dont vous alliez personnaliser la malle et puis l'aménagement intérieur. Pour chaque malle, près de 200 heures de travail. Je vous présente une malle armoire qui date des années 1915, qui a appartenu à un président du Venezuela, qui avait été conçu ou personnalisé suivant ses desiderata, avec un côté penderie, des tiroirs. C'était une malle avec toutes les particularités de la maison, à commencer par un cloutage très très serré, tous les 7 mm, pour rendre la malle très solide. La serrure était numérotée, avec une clé qui était donc particulière à ce client et qu'on pouvait refaire en cas de perte. La maison veut conserver ses méthodes artisanales. Notre maltier est un compagnon du devoir. On n'utilise aucune machine, ni pour travailler le bois, en fait, ni pour coudre les bordures. Les doublures sont toujours cloutées, elles ne sont pas collées. Les malles ne sont faites qu'avec une pièce de bois, le fût étant une seule pièce qui est sculptée pour que la partie couvercle se marie parfaitement avec la partie, le fût principal, et que ça soit étanche. En plus des malles sur mesure, la marque propose des sacs pour hommes et femmes. Tous nos sacs sont d'abord, dans leur forme et leur couleur, inspirés du passé, mais notre créateur a ajouté son sens intuitif de la praticité, du confort, de la fonctionnalité d'aujourd'hui. Venu de chez Hermès, le designer Ramesh Nair s'inspire des archives de Moina. Ça, pour l'instant, ça vient d'un ancien fermoir Moina, mais c'était dans le haut sens. J'ai tourné pour créer quelque chose de complètement différent. Ça, c'est une innovation toute neuve. Des pièces chics et modernes. Ça, c'est vraiment une innovation. Ça, c'est une création qu'on a fait. C'est une petite chose qu'on a rajoutée sur le dé. Comme ça, on accroche le bandoulier et le bandoulier ne touche pas le cuir. S'il a repris les courbes des malles, le designer a apporté sa griffe. La couleur, on s'interdit absolument rien, parce que Ramesh est de nationalité indienne. Il est né dans la couleur, il a ça dans le sang, et les dernières couleurs qui vont arriver sont complètement inspirées par son enfance indienne. Comme Pauline Moina, il a le souci du détail. Aussi, il y a un côté détail que j'adore. Et le détail qui existait avec Moina à l'époque, et c'était une partie de notre culture aussi, la tradition et détail. Cette boutique située à Paris est unique dans le monde. Pour séduire ses clients, Moina joue sur la rareté et sur l'exclusivité. On a des clients qui sont curieux, qui ont envie de découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux territoires, de nouveaux objets, qui viennent et qui sont séduits par le design, mais surtout, je dirais, la qualité de nos produits et de grands services. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très proche des clients et toujours capable de personnaliser ou d'adapter, de s'adapter aux desiderata de nos clients. En Bourgogne, des artisans confectionnent les lignes de sacs. À Limoges, un compagnon du devoir réalise les commandes spéciales. Et comment vous travaillez avec les ateliers? Vous y allez souvent? Souvent, oui. Pratiquement chaque semaine. J'ai besoin de faire pratiquement A à Z. C'est vraiment très, très précis. Je fais quelques croquis ici. Après, j'amène avec moi les idées, les choses. Je discute avec l'artisan. Et souvent, on appelle c'est un challenge pour l'artisan parce que s'ils me disent « je ne peux pas faire quelque chose », on demande pourquoi pas et on pousse jusqu'aux limites.
Moina emploie 20 personnes, la moitié dans la boutique, l'autre dans les ateliers. Notre challenge, en fait, c'est d'arriver à retrouver la personnalité de la maison, et en particulier l'esprit de Pauline, et puis de développer des objets qui soient plus contemporains. Une deuxième vie pour l'un des fleurons de l'artisanat de luxe en France. De l'architecture pure et dure, c'est le credo de l'architecte d'intérieur Charles Dana. Il mixe avec un certain bonheur, design pointu et pratique. Rencontre. Pour sa première participation au salon AD Intérieur, Charles Dana a réalisé cette pièce, une bibliothèque onirique. Formé aux Beaux-Arts de Paris, il s'envole d'abord pour New York pendant 5 ans. Il travaille dans différents studios d'architecture. À son retour, il fonde sa propre agence en 1990. Les débuts sont difficiles. Charles Dana diversifie donc son activité en devenant aussi architecte d'intérieur. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts. Ouais. C'est une passion que j'avais en moi depuis que j'étais très très jeune. Je regardais des livres sur l'architecture et parallèlement à ça, beaucoup de livres sur l'art. À une époque, je dis souvent dans les années 70-75, où l'art n'était pas à la mode. Donc naturellement, quand se posait la question de savoir ce que je voulais faire plus tard, je me disais comment allier un esprit un peu matheux à un goût pour l'art, et donc ça a fait de l'architecture. Il avait une vision assez romantique du métier. À cette époque-là, voilà, j'avais l'image de l'architecte un peu artiste, avec un costume en velours, une grande écharpe rouge ou de couleur, et voilà, qui fumait la pipe. Moi, j'étais dans cette image-là. Et alors maintenant ? En école d'architecture, on nous a appris à réfléchir sur la société, à réfléchir sur les médias, à réfléchir sur des sciences connexes, sur des choses qui sont autour de nous. On ne se suffit plus de l'esthétique, mais on a toujours besoin de raccrocher quelque chose de contextuel, d'historique, d'humain à travers les décorations qu'on peut produire. Sa signature, des ambiances chaleureuses et faciles à vivre. On part de la fenêtre, de la vue sur l'extérieur, du volume, savoir comment mettre en évidence certaines hiérarchies dans les espaces, certaines circulations, creuser les choses avec de la lumière aussi, c'est-à-dire pouvoir trouver des endroits plus sombres, des endroits plus clairs, et mettre en scène aussi, parce qu'on a une chance, c'est d'avoir beaucoup de clients qui collectionnent, et c'est aussi de savoir créer des maisons où les œuvres d'art peuvent prendre une importance et une espèce d'autonomie les unes par rapport aux autres. Son agence imagine des concepts de boutiques pour des marques, réalise des maisons de particuliers et des aménagements pour des immeubles de bureaux. Elle emploie une quinzaine de personnes. Ce que l'on adore faire, nous, c'est de monter des équipes un peu pluridisciplinaires. C'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler avec des éclairagistes, on aime beaucoup travailler avec des coloristes, des acousticiens. De plus en plus, on fait appel à des acousticiens. Et ça, je crois que c'est une faculté de l'architecte qui a toujours été un chef d'orchestre, beaucoup plus finalement que d'autres métiers. Aidé par son complice Richard Massol, Charles Dana a réaménagé le café Arcurial à Paris. On est complètement dans une architecture contemporaine, plutôt chaleureuse, effectivement, parce que les décors trop aseptisés ne me conviennent pas. On est peu dans le style, c'est-à-dire qu'on est peu effectivement dans la reproduction de style, de corniches, de choses comme ça. On est dans cette espèce de mouvance qui est aujourd'hui comme ça d'une architecture contemporaine. Dans sa bouche, contemporain ne signifie pas seulement moderne. Contemporain, c'est une architecture qui se dédouane de l'ornementation inutile, qui se dédouane donc de l'effet un petit peu stylisé d'une fausse corniche, d'une fausse moulure sur une porte. Donc c'est une démarche qui techniquement s'ancre dans son temps, et dans mon cas à moi, qui en tout cas ne se fait pas l'économie d'une belle matière, d'une belle pierre, d'un beau marbre, et qui ne devient donc pas un espace immaculé, tout blanc, où rien n'arrête l'œil. C'est simplement que dans la société aujourd'hui, on tend vers
depuis 100 ans en tout cas, on tend vers quelque chose qui est de plus en plus dédouané de toutes ces ornementations et de tout ce style. Le café, situé dans la célèbre maison de vente des Champs-Élysées, est ouvert au public pour le déjeuner et le dîner. Charles Zana dessine aussi des meubles qui ont une certaine poésie. Ça donne des idées. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'Hôtel des Trois Couronnes de Vevey de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où vous pouvez revoir cette émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe à Nec+Ultra est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. Au cœur de Beyrouth, au Liban, rendez-vous chez un des plus grands couturiers du pays, Georges Chakra. Pour accompagner ses robes de princesse, il a fait appel à André Marchas, créateur de bijoux. À l'origine, il voulait être mathématicien. Il a finalement préféré compter les carats, comme ses parents également bijoutiers. André Marchas aime particulièrement travailler les perles. Il a les plus belles du monde. Des bijoux colorés et souvent très originaux. Le secret de son inspiration, écouter du jazz en travaillant.